On va tout décrypter sur l'Iran, les gens. On va parler à la fois de la politique. Qu'est-ce qu'on en pense, nous, à PDH? Parce que c'est sur ça où on ne va pas être d'accord avec ce qui se dit beaucoup. C'est-à-dire le ni-ni, c'est-à-dire ni Netanyahou, ni Khomeini, c'est-à-dire ni l'Iran, ni Israël. C'est tous les deux des régimes à égalité oppressifs qu'il faut combattre, entre guillemets. Donc, on va vous expliquer pourquoi nous, on n'est pas d'accord avec cette ligne-là. On va aussi parler des récentes frappes, des récentes frappes iraniennes sur des bases nucléaires américaines. Pas nucléaires, mais... bases militaires, pardon. oui, des bases militaires américaines au Qatar aériennes, et en Irak. C'est surtout des bases aériennes. Oui. Et en Irak, donc on va revenir sur l'actualité. On va aussi aborder un peu entre guillemets, la vie stratégique, la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire que doit faire l'Iran, que peut faire l'Iran, pourquoi les États-Unis agissent ainsi, etc. On va essayer de couvrir un petit peu toutes ces questions-là qu'on se pose, les amis. Je présente rapidement le plateau. On a Monsieur Youssef qui est juste à côté. Youssef, ça va? Très bien. Et Très toi, bien. Mariam? Très bien. Monsieur Yazid, comment ça va? Autant que faire se peut dans les circonstances. Autant que faire se peut ou que peut se faire, Ouais, et exactement. que faire à repasser. Ouais. Très bien. Et pour commencer, donc on va regarder un petit extrait. Et avant ça, j'aimerais juste rappeler que demain, il y aura une émission plus approfondie sur l'Iran qui sera animée par Azadi. On aura des invités. Donc là, ce serait un vrai plateau d'approfondissement parce que là, on va aborder un peu les questions pendant 45 minutes. D'actualité brûlante, on va dire. Dis donc, ça rigole beaucoup dans les coulisses. Ouais. Vous voyez, le nouveau studio, les gens ils prennent la confiance, ils rigolent dans les coulisses. Et donc l'actualité brûlante. Et demain, ce sera plus décryptage. Voilà. Quoi d'autre? Et juste après, on va faire un react avec Sabrina. Le react tant attendu. Avec Sabrina, avec le streamer Max qu'on reçoit pour la première fois, on est très contents. Et ce sera le react sur l'émission Sommes-nous tous racistes? Sommes-nous tous racistes? C'est un nouveau jeu télé, c'est très intéressant, on va en parler tout à l'heure. On peut lancer l'extrait? Moi aujourd'hui, je vais être clair, je ne fais aucune différence entre Netanyahou et Khamenei. Ça, je le pose clairement, je le dis. Je ne vois aucune différence entre ces deux chefs d'État. L'un est visé par un mandat d'arrêt international pour crime de guerre. Moi aujourd'hui, je vais être clair, je ne fais aucune différence entre Netanyahou et Khamenei. Ça, je le pose clairement, je le dis. Je ne vois aucune différence entre ces deux chefs d'État. L'un est visé par un mandat d'arrêt international pour crime de guerre, crime contre l'humanité. L'autre ne l'est pas et je ne comprends pas qu'il ne le soit pas. C'est une incompréhension. Que Khamenei ne le soit pas. Que ne le soit pas. Il y a eu une mission d'enquête des Nations Unies pendant 2 ans qui a documenté le massacre pendant 2 ans et demi des femmes et des hommes qui ont été massivement tués, condamnés à mort par Khamenei. Après la mort de Mahsa Amini. Après la mort de Mahsa Amini, il est toujours pas visé par un mandat d'arrêt. Ces deux chefs d'État, en réalité, de part et d'autre, dans le cadre d'une guerre, encore une fois, qui est illégale, de part et d'autre, tuent des civils. L'un dit ce sont des dommages collatéraux ou tantôt dit on ne visait pas les civils, mais toujours est-il qu'il tue des civils. Il en tue en Iran, il en tue à Gaza, il en tue au Liban, il en tue en Syrie, etc. etc. L'autre tue ou a tué des civils avec ses satellites que sont le Hamas, le Hezbollah, etc., y compris en Israël. Je ne fais aujourd'hui aucune différence entre ces deux chefs d'État. Pourquoi est-ce que vous précisez ça? Je le précise parce que parfois, et je sens parfois que le sujet se déplace sur, finalement, il y a les démocraties d'un côté, de l'autre, il y a les autocraties. Je crois que la big picture dans laquelle on vit aujourd'hui démontre par l'exemple que c'est pas ça aujourd'hui qui se joue. Il n'y a pas les démocraties imparfaites d'un côté et les autocraties. D'ailleurs, on voit bien que la séquence est absurde. On a aujourd'hui ces deux chefs d'État qui se font une guerre illégale et on a en proposition de médiateur, si j'ai bien Vladimir saisi, Poutine. Vladimir Poutine, qui est encore un autre criminel qui est visé lui-même par un mandat d'arrêt sous l'égide de Donald Trump qui, avant-hier, faisait un défilé militaire. Je crois que quand je dis que le débat aujourd'hui n'est pas de savoir si on est dans une démocratie ou une autocratie, mais si on respecte le principe même de l'état du droit international ou si on se place en dehors, c'est ça la ligne de fracture aujourd'hui. Donc ouais, on peut réagir à ça déjà les gens. Alors déjà, dédicace au chat, ils ont dit bonsoir les Boutelji, c'est Mao qui a dit ça. Mao. Dédicace à tous ceux qui se battent pour nous sur Twitter. Les gens, on vous voit. Force à vous, franchement, vous êtes déter, vous prenez cher, mais franchement, force à vous, parce que c'est un peu ridicule toutes les attaques qu'on se prend depuis. Au début, en fait, d'habitude, quand il y a des polémiques, ça dure quelques jours. Là, ça dure 4 semaines. Dès que j'ouvre l'application, je vois un truc PDH, en mode, mais wesh, on est trop mondial en fait. On est devenu trop mondial, les gens. On est au bord de la 3e guerre mondiale.
les gens. Et eux, ils parlent de nous. De conneries Et sur Twitter. franchement, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose, les gens. Donc merci, il faut prendre dédicace. ça avec rigolade. Et voilà. Nous aussi, on veut pas savoir de On quoi veut, ça parle. t'inquiète, Youssef, t'inquiète. Merci en tout cas à Mao et à Orochi que je vois dans le chat là qui font la guerre sur Twitter. Très bien. Donc, moi, dans cet extrait-là, on va réagir notamment sur... elle développe un argumentaire qui défend le truc du ni-ni, c'est-à-dire on ne défend ni Israël, ni l'Iran, ni Netanyahou, ni Khomeini. Et donc, pour moi, en fait, c'est une lecture très morale, apolitique même, des relations internationales, de dire on a des régimes qu'on n'aime pas trop. Et d'ailleurs, on n'aime pas trop pourquoi ? Aussi parce qu'on se situe en Occident et que c'est très facile de ne pas aimer l'Iran, de ne pas aimer la Russie, de ne pas aimer la Chine. Et donc, pour moi, ça camoufle et ça masque en fait les rapports de force géopolitique, de dire oh bah on a des régimes oppressifs qu'on n'aime pas, donc c'est pas bien et donc il faudrait faire autre chose. Et la preuve que cette lecture-là elle est dangereuse, regardez à la fin, elle dit la guerre qu'ils se mènent, donc Israël et Iran, est illégale des deux côtés. Donc Israël c'est illégal de frapper l'Iran et Iran c'est illégal de frapper Israël. Mais non, c'est l'action d'Israël qui est illégale car c'est elle qui attaque alors qu'on n'a pas le droit de bombarder un pays comme c'est le cas. Or l'Iran est dans son bon droit, je suis désolée, mais dans l'action de l'Iran. Et dans son bon droit, ça ne veut pas dire qu'il y a une escalade qui est dangereuse et qui doit être régulée au point de vue international. Mais il faut quand même redresser les responsabilités et se rendre compte des rapports de force. L'impérialisme américain, l'impérialisme occidental, l'impérialisme européen, l'impérialisme français, c'est pas égal, c'est pas équivalent, entre guillemets, à l'impérialisme iranien. Et ça, je trouve qu'on a beaucoup de mal à comprendre ça dans les pays européens. En France, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe. Youssef, Yazid qui veut commencer sur ça. Yazid. Ah, vas-y. Non, vas-y. Oui, effectivement, bonsoir, chers amis. Très heureux de se retrouver. Oui, effectivement, tu as tout à fait dit les choses, Myriam, cette espèce d'équivalence. Et tu as raison de le dire, c'est l'aspect moral où, en aucune façon, nous pourrions nous permettre, nous, de parler à la place des gens, qu'il y ait des gens, alors que les choses soient claires, hein, parce que sinon on va partir dans des sphères complètement débiles. Que des gens ont envie de s'opposer au régime iranien, c'est tout à fait à eux de le décider. Que les choses soient claires. Ouais, hein, qu'ils aient envie de davantage, il n'y a aucun problème. Loin de nous l'idée de dire vous êtes des suppôts de, etc. Sauf que là où on intervient, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'une fois qu'on a dit cela, on parle de l'ordre du monde, ou plutôt le grand désordre du monde dans lequel nous vivons. Et ce grand désordre du monde, comme par exemple cette guerre, mais pas uniquement cette guerre, le Moyen-Orient est à feu et à sang. Pouvons-nous dire sérieusement que si ce Moyen-Orient est à feu et à sang, oui, je suis désolé, il faut prendre les problèmes au début. Quand on sort de la Première Guerre mondiale, les peuples de la région n'aspirent qu'à vivre tranquillement, en démocratie, etc. Qui arrive et empêche ces peuples de s'unir, de s'autodéterminer, etc. Les pouvoirs locaux n'existent pas encore, donc on peut pas établir une équivalence, ils n'existent pas. C'est bien l'impérialisme qui arrive et qui est à l'origine de tout ce désordre. Et ça, si on ne le comprend pas. Alors on arrive aujourd'hui, on découvre, comme si, non, des deux côtés. Non, c'est absolument faux. Les autocraties, les régimes autoritaires même qui existent dans toute cette région sont directement la conséquence, le produit de l'impérialisme qui, lorsque les peuples ont voulu s'autodéterminer, les en ont empêchés par des guerres. Alors mettre une équivalence entre comment Netanyahou et Khamenei, la question, on peut penser ce qu'on veut de Khamenei, mais c'est rendre un grand service à Netanyahou. Netanyahou, finalement, c'est pas plus que Khamenei. En fait, c'est le statu quo, au final. Mais oui, on dit ça. mais pas du tout. Mais Netanyahou, mais regardez, alors, à partir de quand on est qualifié d'autoritaire ? À partir de combien de morts ? Et puis, madame, elle parle d'où, là ? Elle parle bien de France, à ce que je sache. Ah, et la France serait exclue de ce tableau merveilleux ? Il y aurait des méchants, et la France ? Mais la France est un impérialisme meurtrier qui massacre parfois de façon ouverte, comme on le voit comme en Kanaki ou ailleurs, ou de façon économique, ne l'oublions pas. Alors elle est tranquillement dans son salon, alors pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas comment Macron, Khamenei, et tutti quanti ? Donc le problème, il est là. Et puis on a des gens qui acquiescent, ouais, effectivement, Netanyahou. Mais c'est quoi ce grand bordel, excusez-moi ? Cette espèce de tchoutchouka qu'elle nous fait ? Non, actuellement... la seule façon de s'en tirer, c'est au moins de se référer à quelque chose de tangible qu'on appelle le droit international. Le droit international qui n'est pas merveilleux, qui n'est pas la panacée, mais qui, aujourd'hui, je le dis, et on le disait encore aujourd'hui à l'émission que nous allons produire avec Maître Chemillé et Gendreau, c'est que c'est malgré tout un point d'appui. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais c'est malgré tout un point d'appui. Et il y a un article premier, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est parce que ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'a pas été respecté, n'est toujours pas respecté dans le cas de l'Iran,
qu'il y a cette guerre. Donc c'est pas un matin on se réveille et puis on a 2 chefs d'État qui se bombardent de façon équivalente. Alors attention, les morts, c'est les mêmes. On n'est pas en train de faire une distinction, une hiérarchie C'est pas la question. dans les morts. Hein. C'est pas la Mais question. la question de savoir comment on s'en sort, c'est l'impérialisme. Et dire qu'il y a un impérialisme et ce serait équivalent à l'Iran, écoutez, moi je ne suis pas trotskiste pour dire ça, excusez-moi, les trotskistes ont tout mon respect, mais certains trotskistes... Tu veux dire que t'es pas du NPA? Je n'ai rien dit. Je te laisse le dire. Mais le nini, ça ne marche pas. Parce qu'on est dans l'impérialisme. Le nini aboutit toujours à favoriser le plus fort. Bah oui, c'est le statut quo. Toujours le plus Bah fort. oui, c'est ça. C'est tout. Oui. On est dans un pays impérialiste qui est complètement lié à l'impérialisme américain, qui est l'agresseur depuis toujours. Et on va dire non, c'est pareil. Parce que là, C'est quoi cette salade? Disons que l'Iran arrête. L'Iran arrête de se défendre et disons que Israël gagne au final, gagne sur l'Iran, les États-Unis gagnent tout leur intérêt, l'Iran n'a pas le nucléaire, l'Iran change de régime, tout ce qu'on entend là récemment sur les intérêts occidentaux, bah, c'est l'impérialisme qui gagne et ça continue. En fait, le désordre continue, c'est ça la question. Bien sûr, mais madame sera contente parce qu'apparemment, il n'y aura pas la guerre. Mais il y aura toujours la guerre en réalité. Yazid? Bah, le nini, de base, si on se base sur les faits, il est impossible. Un impérialisme iranien. Non, mais Déjà, on voit que ça sert directement les intérêts israéliens, parce que là, Netanyahou, il est en train de faire oublier qu'il commet un génocide en même temps. Et on sait toujours qu'il y a des milliers de Palestiniens qui sont en train de mourir de faim, de bombes, etc. Et le Liban aussi. Le Liban qui a été bombardé aujourd'hui, il me semble. Donc, rien que ça, en fait, ça sert déjà les intérêts occidentaux et surtout israéliens de se concentrer là-dessus. Si on veut accuser l'Iran, prenons les faits alors, parce que l'Iran, lui, s'était conformé à tous les accords qu'il avait passés sur le nucléaire, et c'était un pays très transparent finalement. Il acceptait que l'AIEA vienne contrôler ses sites. Il avait promis qu'il n'enrichirait pas après un certain pourcentage pour faire une bombe nucléaire. Donc, et c'est Trump qui est arrivé, lui, et qui s'est retiré de l'accord. Donc, si vous voulez jouer... un accord qui était garanti normalement par la France. Hein. C'est ça, voilà. Donc, si vous voulez jouer à compter les points, on peut compter les points, si vous voulez. Donc, quand un pays est isolé comme ça, qu'il est attaqué, qu'il y a un blocus, il ne faut pas oublier qu'il y a un blocus qui a fait des centaines de milliers de morts. 44 ans. Oui, voilà. Comme on oublie toujours d'ailleurs. Voilà, un blocus qui est censé, par exemple, éviter le blocus contre les médicaments, mais qui, dans les faits, ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, en Iran, il y a des tas de gens qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas avoir les médicaments, ou alors qui sont obligés de passer par le marché noir avec des prix des médicaments ultra élevés. C'est une forme d'asphyxie économique, et après on se plaint que ces pays ne sont pas démocratiques. Exactement. Voilà. Si vous voulez parler de féminisme, qu'est-ce qui s'est passé au moment où le blocus a été mis en jeu? En fait, il y avait plein de femmes qui avaient accès à l'emploi. Et au moment où le blocus a été mis en place, en fait, toutes ces femmes ont perdu leur travail parce que la déchéance économique fait perdre les gens les moins favorisés de base. Donc, si vous voulez parler de féminisme, on peut partir de ça, quoi. Alors, juste, je reprends impérialisme. Les amis, il faut quand même pas utiliser des mots qu'on maîtrise. Hein. L'impérialisme, alors on peut avoir... Lui, il pose la question. Non, mais plus haut, là, quelqu'un dit il y a un impérialisme iranien. Et c'est comme quand on dit il y a l'impérialisme russe, il y a l'impérialisme chinois, ce qui n'est pas faux en soi. Mais vas-y, développe, tu sais. Mais oui, mais non, mais il y a des tas de théories de l'impérialisme, on est bien d'accord. Moi, je te propose, parce qu'à la rentrée, on a un programme sur l'impérialisme, on va expliquer vraiment c'est quoi l'impérialisme, on va le définir. Tu peux peut-être en parler, mais très rapidement. On peut dire qu'il y a un capitalisme autoritaire, comment en Iran, que c'est un État autoritaire. Mais le capitalisme, c'est une chose. L'impérialisme, il y a des capitaux iraniens placés à l'extérieur qui dominent des peuples. L'Iran occupe des pays. Parce que, vous savez, en gros, très rapidement, il y a deux définitions d'impérialisme entre Lénine et Rosa Luxembourg, hein, vite fait. Et il y a une des définitions qui privilégie les capitaux placés à l'intérieur, etc. Enfin, qui dit que l'impérialisme, c'est d'abord le pouvoir des capitaux, le pouvoir des banques. Et puis, il y a aussi la notion habituelle de l'impérialisme, c'est on occupe un pays. Bon, ça, c'est pas l'impérialisme d'abord, c'est du colonialisme ou c'est de l'occupation militaire. Les gens confondent absolument tout. Alors, j'aimerais que ce monsieur nous explique c'est quoi l'impérialisme iranien. Il pose des questions, c'est non, pas lui. Monsieur Matt Bird, il dit il y a un impérialisme iranien. Je suis désolé, je sais lire encore. Oui. D'accord. Non, il vient de dire le mot impérialisme est mal choisi. Voilà. Ah, ok, d'accord. Alors, excuse-moi, Matt Bird, on va t'appeler Good Bird. Il y a plein de gens, notamment à gauche, qui ont cette lecture-là un peu. Mais oui, mais l'impérialisme, c'est apolitique, mais un peu équivalent. Mais bien sûr, l'impérialisme, c'est l'impérialisme américain d'abord. Ouais. Et puis après, tu as l'impérialisme français, allemand, etc. Toujours cette parabole du train. C'est un train, l'impérialisme, avec la locomotive, qui est de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, l'impérialisme américain, c'est la locomotive.
et puis derrière, on a les wagons de première classe, etc. Et puis tout à fait à la fin. Donc tous les pays du monde, ok, font partie du train impérialiste, mais c'est évident qu'ils n'y sont pas de la même façon. Il y a la locomotive, il y a les... Non mais attendez, et le but, il y a très peu de pays qui échappent à cela, on va dire grosso modo la Corée du Nord et encore à travers la Chine. Enfin bref, Cuba. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce train, c'est cette locomotive impérialiste qu'il faut combattre, ou sinon, ça sert à rien. Oui. On va passer toute notre vie à dire tout le monde est impérialiste, hein, et voilà, c'est tous les mêmes, hein, tous pourris, hein, le fameux tous pourris. Si on veut reprendre la question du nucléaire, l'Iran n'a pas de bombe nucléaire actuellement, c'est ce qui est déclaré, je pense que c'est vrai. À côté, les États-Unis en ont quelque chose comme 2400. Donc si vous voulez commencer, voilà, si vous voulez parler d'échelle, on en est là, ils peuvent détruire la planète plusieurs fois à eux tout seuls. Donc tu peux partir de là, quoi. C'est comme les gens qui disent l'Iran veut se doter du nucléaire. Ok, suivons-les, comme on dit, accompagnons le menteur jusqu'à la porte de sa maison. C'est un proverbe arabe. Donc on l'accompagne. Ok, l'Iran, mais quand bien même l'Iran aurait une bombe. On va mettre ça sur le même plan que les 200 missiles nucléaires qu'Israël a dirigés contre toutes les capitales arabes et musulmanes du monde. 200 missiles nucléaires, en plus ils ont les vecteurs pour les porter. Parce que le problème de la bombe, c'est pas uniquement de l'avoir, c'est le vecteur pour prendre la bombe. Ça peut être une fusée, etc. Et de toute façon. Donc l'Iran est à... Non mais ça fait rire, c'est terrible si c'était pas si tragique. Quand bien même l'Iran pourrait avoir une bombinette, d'accord, comme on dit, eh bien l'Iran ne pourrait même pas s'en servir, et puis de 200 missiles nucléaires seraient absolument vitrifiés, etc. Donc il faut arrêter ces espèces d'équivalence malfaisante, malsaine. Et moi j'ai envie de vous poser une question, parce que manifestement, si vous nous avez suivis, et que vous avez suivi aussi les déclarations, notamment de la France Insoumise, notamment de Jean-Luc Mélenchon, vous avez bien compris qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'eux ont pu porter dans cette séquence, c'est-à-dire de dire on n'est ni contre Israël, ni contre l'Iran. Nous, on n'est pas d'accord avec ça pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, et d'autres encore qu'on n'a pas eu le temps de développer, mais en gros, c'est ce qu'on a expliqué durant les 15 dernières minutes. Qu'est-ce que vous diriez à nos élus de la France Insoumise ou à Jean-Luc Mélenchon pour entre guillemets, les faire réagir sur... c'est pas une position qui est tenable aujourd'hui à gauche, parce qu'on peut aussi penser de dire ouais, mais ils ont pas le choix. Je vous demande votre avis. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas le choix, vu le contexte politique, l'agenda politique, de dire au moins ça? Est-ce que c'est un peu la position du moindre mal, ou est-ce que c'est une vraie erreur stratégique selon vous, politique? En tout cas, les dernières déclarations de la France Insoumise, il me semble que Jean-Luc Mélenchon a un peu changé de ton dernièrement, où en fait il disait que clairement là c'est Israël qui viole le droit international. L'Iran s'est conformé à tous les accords, et là il y a un agresseur et un agressé. Ouais. Et je pense que même la réplique iranienne est dans le cadre du droit international. Totalement. Il me semble qu'ils ont visé des cibles militaires, quoique je crois qu'à Tel Aviv ils ont aussi visé des cibles civiles. Youssef. Alors évidemment, je veux dire, on va revenir pendant la guerre d'Algérie, c'est vrai, le FLN algérien parfois a visé des cibles civiles. Il ne s'agit pas pour nous de nous réjouir quand des cibles civiles, quelles qu'elles soient, sont visées. Mais nous disons ce grand désordre est le résultat de ceux qui créent cette guerre. Alors après, on peut très bien dire que celui qui est agressé ne règle pas, parfois, ne respecte pas le droit de la guerre. C'est un droit de la guerre. On est parfaitement d'accord. Mais c'est une chose de dire que parfois l'agressé ne respecte pas le droit de la guerre. C'en est une autre de dire qu'il est équivalent à l'agresseur. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. C'est pareil pour les Palestiniens. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'Iran s'est conformé, effectivement, tu l'as dit, Yazid, réplique précisément sur les points de départ des avions qui ont bombardé l'Iran, c'est-à-dire les bases qui sont au Qatar. Or, quand je vois que le Qatar, aujourd'hui, dit qu'il se réserve le droit de répliquer à l'Iran, monsieur Qatar, d'accord, tu oublies que la grande base américaine qui est chez toi, eh bien, tu l'acceptes. Alors commence par dire aux Américains de ne pas bombarder à partir de chez toi avant de dire que tu es mécontent et que tu vas répliquer à l'Iran. Parce que tu deviens belligérant. Ça, c'est quelque chose qui vraiment m'horripile. C'est absolument incroyable que le Qatar, qui a une bonne image, parce qu'il y a Al Jazeera, etc., eh bien, se permette de laisser les Américains bombarder l'Iran à partir de son territoire, entre parenthèses. Ça, c'est un autre sujet, on en reparlera lorsqu'on fera l'émission sur l'aspect économique de cette guerre. Mais le Qatar qui pompe complètement la poche gazière qu'il y a entre... C'est absolument énorme. Et d'ailleurs, un des enjeux de cette guerre est aussi là. Oui. D'accord ? Les Américains veulent empêcher l'Iran... alors que la poche gazière se trouve principalement du côté iranien, mais comme les Qataris ont plus de moyens, eh bien ils pompent comme ça. Mais l'Iran actuellement perd des sommes considérables par ce gaz qu'il n'a pas le droit d'exploiter, parce que les Américains ont empêché Total, qui aidait l'Iran justement à pomper ce gaz, eh bien, à obliger Total à déguerpir d'Iran. Ouais. D'accord ? Et le Qatar... Ils ont obligé toutes les entreprises... bien sûr.
occidentale à partir. Bien sûr, et le Qatar est bien content actuellement, et c'est le Qatar qui est pas content, qui est mécontent. Mais tu commences par dire aux Américains de dégager de chez toi, mon vieux. Non mais attends, mais c'est absolument incroyable. Alors pour l'Irak, c'est autre chose, parce que l'Irak est en semi-occupation. Donc c'est vrai qu'il y a des bases américaines qui ont été aussi bombardées par l'Iran. L'Iran ne fait qu'appliquer le droit. L'Iran bombarde les bases, d'où sont partis les avions qui ont bombardé des centrales nucléaires. Et si l'Iran n'avait pas déménagé le combustible nucléaire 2 jours avant, mais il y aurait des fuites radioactives absolument incroyables dont personne ne parlerait. Mais c'est absolument incroyable cette histoire. C'est un crime de guerre. Même Poutine, il a pas fait ça. C'est un crime de guerre, mais bien sûr. Ah bah écoutez, quand la centrale de Zaporijjie, là, vous savez, entre l'Ukraine, a failli être un petit peu touchée, que n'avons-nous entendu comme cri d'orfraie, etc. A raison. Hein. A raison. Alors il y a un autre point sur le communiqué de la France Insoumise sur lequel j'aimerais revenir. Il y a un point qui est faux, totalement faux. Quand il est dit que l'Iran menace de détruire Israël, c'est absolument faux. Quand Ahmadinejad l'avait dit, on ne prend pas le début de la phrase. C'était parce que Israël avait dit qu'il allait détruire l'Iran. Et Ahmadinejad à l'époque, alors chacun pense ce qu'on veut encore une fois d'Ahmadinejad. Mais on est obligé à chaque fois, on ne pourrait pas mettre un écriteau là. Quoi qu'on pense de l'Iran, des bonnes sœurs communistes, des points milliafrères, quoi qu'on pense du loto, enfin bon, ok. Alors, quoi qu'on pense de ma pomme, d'accord. On parle de droit international et jamais l'Iran n'a dit qu'il allait détruire comme ça. Ça répondait à des menaces israéliennes et Ahmadinejad a dit si Israël cherche à nous détruire, nous le rayerons de la carte. C'est ça. Donc pourquoi on reprend des récits faux comme ça? Après, tu parlais de l'Irak, c'est les mêmes arguments qui étaient utilisés en 2003. Bien sûr. Ils ont des armes de destruction massive. Vous vous souvenez? Voilà, la petite fiole. Il faut les envahir. L'Irak, c'est quoi, 1 million de morts presque. Oui, bien sûr. Donc c'est exactement. Et en plus, ça se base sur plus de 20 ans, 30 ans de guerre des civilisations. Donc les gens, ils connaissent même pas la société iranienne. Ils ont des visions stéréotypées où c'est des exécutions tous les 2 jours et des femmes en tchador partout. Oui. Voilà, c'est l'orientalisme total. Les gens ne savent pas c'est quoi la société iranienne, ils pensent juste que c'est des gens avec des sabres dans la rue. Alors attention, les Iraniens qui le souhaitent ont parfaitement le droit de s'opposer au régime. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec les exécutions, on est obligé de le dire ça aussi. Hein. Oui, non, ça ne veut pas dire, mais on parle, si on veut parler de société, voilà, les États-Unis, il y a la peine de mort. L'Arabie Saoudite, n'en parlons même pas, etc. Bon, voilà, on est bien d'accord là-dessus, on est obligé de le répéter sans arrêt. Hein. C'est pas un chèque en blanc qu'on donne au régime, mais moi j'ai tendance à penser que les régimes sont le produit aussi d'une situation globale, parce que sinon ça ne veut rien dire. C'est pas ex nihilo, on arrive, il y a des gens qui poussent comme ça, des barbus qui veulent tuer tout le monde, et donc voilà. Donc, mais une fois qu'on a dit cela, on est bien obligé de se baser sur le droit international. On va quand même pas accuser le droit international d'être pro-répression en Iran. Or, le droit international dit une chose qui est très... On en a encore parlé ce midi avec Maître Chemillé-Gendreau. C'est une action totalement illégale. Et au niveau du droit international, on ne peut pas mettre une équivalence entre Netanyahou et Khamenei. C'est aussi simple que cela. De quelque façon que nous prenions le problème, c'est comme ça. Alors ils peuvent se taper la tête contre les murs, hein, ils n'arriveront à convaincre personne. C'est pas en criant Khamenei, Netanyahou. Ça c'est bon pour les ninis qui passent leur temps à tabler du côté de la gare du Nord, comme je l'ai écrit, en roulant leur clope et puis en allant là-bas parce que le demi c'est le moins cher là-bas. Bon, et puis à refaire toute la politique à partir de là-bas. Mais c'est comme ça. Le droit international c'est comme cela. En dépit, peut-être qu'on aura de meilleurs moyens, mais aujourd'hui, on est forcé. Et ce droit est totalement bafoué, écrasé. Et moi, je suis scandalisé de voir que des gens, ici en France, eh bien, ne le respectent pas. Parce que le fait de dire Netanyahou, Khamenei, c'est pareil, ça détruit le droit international. Oui. Les gens doivent être conscients de cela. Et maintenant, considérant l'état de la situation actuelle, c'est-à-dire... On a clairement une escalade, c'est-à-dire on a les États-Unis qui sont rentrés dans le conflit, qui ont bombardé, on a l'Iran qui continue de bombarder et qui bombarde même des sites militaires américains. Ouais. On a une réelle escalade, Youssef et Yazid, dans cette situation. Quelles sont les projections possibles de cette escalade? Est-ce que c'est soit Téhéran arrête tout et dit j'arrête le nucléaire, c'est bon, je vous laisse tranquille sur le nucléaire, ou est-ce que ça va forcément continuer à escalader si l'Iran refuse de craquer sur le sujet du nucléaire iranien? Mais qu'est-ce que ça veut dire craquer sur le sujet du nucléaire? Ça veut dire ok, je signe l'accord pour pas faire le nucléaire iranien. Ils avaient un accord, c'est Trump qui s'est barré. Je veux dire, il n'y a plus d'accord à signer, ils se font bombarder leur site directement. Je veux dire,
quand tu bombardes un pays qui a déjà, avec qui tu avais un accord, c'est que là, tu te fous de tout. Tu as envie d'emmener le monde dans une sorte de nihilisme et d'escalade. Donc là, les objectifs américains, ce serait peut-être de renforcer encore plus l'étau sur le régime iranien, qui est le seul dans la région qui leur résiste encore presque. Peut-être qu'il y a l'Algérie, si tu veux. Mais voilà. Youssef. Bah oui, c'est un fait. Je veux dire, on peut ne pas aimer. Encore une fois, quoi qu'on pense du régime iranien, on va l'entendre. Je l'ai assez dit, parce que je crois qu'il y a un cahier des charges. Redis-le dans le doute. Il y a un cahier des charges, je crois qu'on le dit 50 fois, il me semble, non? C'est ça? Mais on n'a pas encore compté le nombre de fois où on l'a dit. Hein. Mais alors, quoi qu'on pense de voilà, des déroulements à Bianchine, alors quoi qu'on pense de cela, eh bien, l'Iran a tout à fait le droit pour lui, et je ne comprends pas du tout pourquoi il n'y ait pas une levée de bouclier aujourd'hui de la diplomatie française. Alors, ça commence, il y a des frémissements, hein, mais pourquoi? Parce que l'Iran a mauvaise guerre. Écoutez, je vais vous dire une chose, j'étais en train de raconter ça tout à l'heure. Alors d'abord, ça, c'est à destination des militants, hein, les grands militants qui connaissent les grandes luttes passées du tiers-monde, etc. Alors, je vais vous parler d'une guerre qui est très très connue, qui s'appelle la guerre du Vietnam, à l'époque. Hein. Il viendrait à l'esprit de personne, à l'époque, au moment de la guerre du Vietnam, d'accord, de mettre sur le même plan, d'accord, Nixon et Ho Chi Minh. Et pourtant, Ho Chi Minh n'était pas du tout le démocrate que les gens pourraient s'imaginer. Ho Chi Minh a fait des exécutions, s'en est pris d'ailleurs au trotskiste vietnamien, d'accord, qui l'a fait exécuter, c'est clair, c'est connu, il y a un grand nombre, d'accord, et avait une politique autoritaire aussi, donc il avait beaucoup aussi un grand soutien, mais il avait aussi une politique autoritaire. Donc personne à l'époque aurait dit ni, parce que tout le monde comprenait à l'époque que c'est l'impérialisme américain l'ennemi principal, et que dès l'instant où il est décousu, cet impérialisme, eh bien, on peut commencer à découdre les impérialismes subalternes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, c'est pas possible. Si vous le faites avant, eh bien, vous renforcez l'impérialisme dominant. C'est aussi simple que cela. Alors, pareil, Castro. Tout le monde aime bien Cuba, alors surtout les gauchistes adorent Cuba, et d'ailleurs moi aussi. Hein, j'ai pas dit ça pour dire qu'il fallait attaquer Ho Chi Minh. Hein, mais bon, je prends l'exemple. Cuba, on adore Cuba, etc., tout cela. Mais Cuba aussi, il y a eu plein d'exécutions d'opposants, etc. C'est la vérité. Et même des gens qui avaient fait la révolution. Parce que c'est comme ça, la révolution, comme on dit, dévore ses enfants. Parce que c'est les contradictions. Mais il viendrait à l'esprit de personne de dire Castro, Kennedy à l'époque, pareil. Je vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. Donc, je ne comprends pas pourquoi, dans le cas de l'Iran, ce seraient des musulmans, c'est pour ça. Ils sont musulmans et arabes, ils cumulent les mandats. J'ai l'impression que c'est ça. Parce que c'est inadmissible, sinon. Alors, dire le droit international, dire que l'impérialisme dominant, c'est la première cible, ça ne veut pas dire, d'accord, que... Alors, je veux aussi souligner un énorme décalage dans la presse française, dans les médias, c'est l'Iran est une théocratie. Alors qu'à côté, tu as Netanyahou qui raconte que c'est un combat des êtres de lumière contre les êtres des ténèbres. Amalek. Voilà. Ça, c'est pas un État fasciste, par exemple. Non, mais je veux dire, je parle même pas de fascisme. C'est une démocratie, ils sont tous d'accord pour faire un génocide, peut-être. Oui. Je sais pas. Donc, ça devient comme une théocratie. On a reçu Sylvain Sipel la dernière fois, qui nous racontait la prise de contrôle par les messianistes dans l'armée israélienne. C'est pas rien. Et ça n'est jamais rapporté dans les médias occidentaux. On a des déclarations par des ministres complètement folles qui citent la prophétie des aïeux, etc., qui dit qu'on a le droit de se venger, qu'il faut tuer, qu'ils ont bibliquement le droit. En fait, la Bible, c'est devenu un cadastre, quoi. Ils ont bibliquement le droit d'avoir cette terre-là et de génocider tout le monde. Donc, il y a cet énorme déséquilibre qu'il y a. Moi, je veux aussi vous faire réagir sur la position de la France, parce qu'Emmanuel Macron s'est enfin réveillé, toujours 6 ans en retard, hein, pour pas changer. Et il a déclaré que les attaques d'Israël contre l'Iran, si elles n'entraient pas dans le cadre de la légalité, elles rentrent dans le cadre de la légitimité. C'est-à-dire que elles peuvent être légitimes, mais elles restent illégales. Non, il a dit illégal. Non, si. À l'action contre l'Iran. Non. Oui. C'est ça. L'action contre l'Iran, pas l'action de l'Iran. Exactement. Oui, d'une part, juste, je voudrais dire que je ne vais pas tout dévoiler par rapport à demain, parce qu'on fera une émission, mais on reviendra sur ces histoires d'enrichissement, etc., et tous ces fake news concernant l'enrichissement d'Iraniens, de l'uranium, et on dira pourquoi l'Iran est enrichi au-delà de. Pour ça, il y a juste un truc. Là, actuellement, on estime que les Iraniens n'ont pas la bombe. Qui pourrait l'avoir? Qui pourrait en avoir 4 ou 5 d'ici 1 an et demi? Mais encore faut-il qu'ils enrichissent l'uranium à 90% et qu'ils aient les moyens de vectoriser, c'est-à-dire de le mettre dans un missile qui puisse atteindre sa cible. Voilà. Donc voilà, il y a encore plein de... Et s'ils voulaient le faire depuis toutes ces années, ils auraient pu. Ils auraient pu le faire. Voilà.
Voilà. Mais ils avaient un accord. Oui, voilà. Et puis on expliquera pourquoi comment l'Iran enrichit au-delà, parce qu'il faut à peine 3,5% pour la centrale habituelle, mais il y a des raisons techniques tout à fait connues, et pas uniquement techniques, mais aussi stratégiques, par rapport aux négociations, des raisons qui expliquent, mais on reviendra dessus, les raisons pour lesquelles l'Iran enrichit au-delà, etc. Oui, toi tu dis parce que souvent l'argument c'est pour le nucléaire civil, tu n'as besoin que de 3,5. Alors pourquoi est-ce que vous faites à 60%? D'accord. Oui, c'est ça. Mais c'est des détails techniques, mais c'est pas du tout pour fabriquer la bombe, parce que si c'était pour fabriquer la bombe, il ne dirait rien, et puis surtout, il ne serait pas transparent, il ne permettrait pas à l'AIEA. Alors en cachette dans un coin, dans sa chambre, Khamenei, il est en train de fabriquer sa bombe. Non mais attendez, il faut être un petit peu sérieux. Tout le monde dit que c'est complètement transparent, et l'Iran ne le dirait pas, le ferait, ou comme Israël, l'Iran n'aurait pas ratifié le traité de non-prolifération. Tout simplement, parce que quand vous ne le ratifiez pas, on ne peut pas vous prendre en défaut. C'est ça qui est incroyable. Donc Israël ne le ratifie pas, comme ça, a le droit de dire... Voilà. Alors, pour en revenir à l'histoire de légitimité et d'illégalité, M. Macron joue sur les mots. Non, mais est-ce que M. Macron a déjà ouvert un livre de droit ? Mais franchement, est-ce que Macron a déjà ouvert un livre de droit? Alors, il fait la distinction. Alors, techniquement, il a fait Sciences Po, donc il devrait l'avoir fait. Il a fait Sciences Po. Paris même. Sciences Po, il n'a pas fait les Sciences Po. Vous savez, Après, Sciences Po, le surnom, c'est Sciences Pipo aussi. Donc, je voulais juste m'insérer dans ce que tu dis, parce que c'est entendre parler aussi de droit après avoir un gouvernement qui a... Totalement légitime. Non, pas totalement légitime, mais qui a dénoncé les mandats d'arrêt contre Netanyahou au moment où ils ont été émis à l'époque. On se rappelle on avait analysé le communiqué des Affaires étrangères. C'est quand même un peu bateau. Qui refuse de l'appliquer. Voilà, qui refuse de l'appliquer. Donc, qui a laissé passer Netanyahou au-dessus de son espace aérien. On le rappelle quand il y a le sur ça, on a reçu la semaine dernière Pascal Boniface. Moi, j'avais pu lire son livre également. Et dedans, il explique bien comme quoi la technique de ceux qui, comme Macron ou la France, soit ne disent rien pour laisser passer tous les trucs illégaux que fait Israël, soit comme Trump appuie, en fait, dans l'obscénité de jusqu'où ils peuvent aller, c'est Trump qui dit on va changer le droit. Si le droit défend la Palestine, c'est que le droit est à réformer. C'est-à-dire le droit doit aller dans notre sens. Le droit doit aller dans le sens de l'impérialisme colonial, etc., etc. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que il y a pas de, ils veulent même pas être honnêtes par rapport au droit en disant le droit c'est ça, il faut s'y plier. Non, ils vont dire ça me dérange, on peut changer l'article numéro 1 s'il vous plaît. Youssef. Oui, c'est exactement ça. Alors d'abord, la distinction qu'il fait, il dit que l'action contre l'Iran, elle n'est pas légale, mais elle est légitime. Mais c'est absolument incroyable de dire cela. C'est très très grave de dire cela. Ça veut dire que la légitimité que l'on prête aux États-Unis et à Israël, évidemment, parce que n'oublions pas que cette agression, c'est une agression qui est bipartite. C'est États-Unis plus Israël. On a vu M. Netanyahou se rendre au mur des lamentations, mettre un petit papier, vous savez, entre les pierres, pour prier pour la réussite de son opération. Et il vient de le refaire encore en disant mais c'est extraordinaire, le type, non mais c'est un chef d'État qui dispose d'armes nucléaires qui fait ça, d'accord? C'est pas de la rigolade, c'est pas un petit plaisantin. Voilà, personne ne trouve de problème à cela. Alors, illégitime et illégal, le droit international parle de légalité. Alors, si c'est pas légal, c'est illégal. M. Macron n'a pas le droit d'invoquer une prétendue légitimité dont on ne sait pas de quel chapeau il assort cette légitimité. Et c'est très facile en plus d'instrumentaliser la notion de légitimité, comme quand on dit Israël invoque souvent le droit, la légitime défense. Exact. Ça ne veut rien dire en droit international, ça. Israël n'attaque pas l'Iran sous prétexte que légitime défense. Il n'y a pas de légitime défense préventive. Voilà, exact. Merci beaucoup Yazid. Il n'y a pas de... Voilà, exactement, c'est exactement ça. Il n'y a pas de légitime défense préventive. Très bien. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de légitime défense. Ça ne veut strictement rien dire. Macron est en train d'inventer un nouveau droit qui n'a rien à voir avec la réalité. Je ne sais pas du tout où il l'a trouvé. En fait, c'est la position de Macron depuis le 7 octobre. Une fois oui, une fois non. Oui. Je vais accepter l'État palestinien. Finalement, je vais décaler. C'est terrible ce qui se passe à Gaza, mais l'Israël a le droit de se défendre. Donc c'est un nini en même temps qu'on a depuis... Et qui stabilise, je suis désolée, encore une fois, le statu quo, c'est-à-dire à la fin, quand vous avez dit tout ça, quand Macron a fait ses pirouettes, il revient, il attend. Alors, allez, on attend, je ne sais pas combien de mois de bombardement, on dit un petit truc, là, il faudrait peut-être se calmer un petit peu. Là, il n'y a pas longtemps... On se calme un petit peu et on reprend. Souvenez-vous, Trump, il fait signer l'accord de cessez-le-feu pour Gaza, on était tous contents, super, c'est le cessez-le-feu. Un mois plus tard, les pires bombardements qu'il n'y a jamais eu parce que Israël décide de rompre le cessez-le-feu.
Désolée, en fait, les paroles publiques n'ont plus de valeur. On n'est plus il y a plus de prise de parole engageante. Ils ne s'engagent plus, en fait. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire pour faire plaisir à un moment donné, parce que c'est leur calcul à un moment donné, tout en sachant que dans 3 mois, ils vont retourner en arrière et voire pire même que le statu quo qui était même le statut initial. Ouais, on se rappelle du cessez-le-feu au Liban. Ils ont signé un cessez-le-feu au Liban. Ils continuaient d'attaquer le soir même. Oui. Donc tu peux pas jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce sont des États qui roulent avec Israël. Ce sont des États complices. Ce sont des États qui portent leurs intérêts aussi, qu'ils ne l'assument pas parce que ça passe pas à crème. Ouais. Mais c'est la vérité. Dans les faits, c'est ce qui se passe. Pour rappeler aussi c'est la même chose avec l'Iran. Pour rappeler aussi le rapport de force qui est totalement déséquilibré du côté iranien et américain, juste comment s'est passée l'attaque des Américains. Donc ils ont fait décoller des bombardiers B-2 de la côte ouest des États-Unis. Ils les ont fait traverser le Pacifique. Oui. Ils sont arrêtés à Guam. Ils sont allés jusqu'en Iran les bombarder avec des bombes qui traversent le sol, donc des GBU, je sais pas combien, qui creusent le sol et qui explosent dans les bunkers. Ouais. Et en même temps, il y avait des sous-marins au large de l'Iran qui ont envoyé des missiles. Ouais. Donc voilà. Des missiles Tomahawk. Voilà, ça remet un peu qui est qui, quoi. Tout à fait. Et en même temps, tu avais Israël qui attaquait qui avait attaqué avec les avions quelques jours avant. Mais on va vous dire, c'est pareil, c'est équivalent, c'est 2 impérialismes qui se font la guerre, quoi. Non mais c'est de qui se fiche-t-on? Non mais les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ensuite ils vont pleurer, parce que les ondes des guerres arriveront toujours en Occident. Ouais. S'imaginer que cette guerre ne touchera jamais, c'est faux, c'est comme un feu de paille, ça va se répandre. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que ce grand désordre du monde, eh bien, il y a un moment où, effectivement, dans le monde, on pouvait espérer mettre en place un nouvel ordre international. C'est ce qui se passait, effectivement, dans les années 70. Parce qu'à l'époque, il y avait un équilibre, un relatif équilibre entre les 2 blocs, au moment de la guerre froide, au temps béni de la guerre froide, et on pouvait espérer cela. Mais cet équilibre a été complètement bouleversé. Mais ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, en France, eh bien, on a une classe politique qui est pas tétanisée, mais qui accepte cela. Ouais. Alors, je dis, jeunes gens, dans vos livres d'histoire, on vous dit c'était terrible, la Seconde Guerre mondiale, etc. Et puis, les gens de 39 n'ont pas su empêcher cette Seconde Guerre mondiale, c'est de leur faute et tout. Mais vous êtes... alors, je ne parle pas des jeunes, c'est pas la faute des jeunes, parce que je pense que massivement, les jeunes sont absolument contre tout cela. Ça, c'est le côté très positif d'aujourd'hui. Mais oublie pas les petits fachos du RN. Hein. Oui, mais les petits fachos du RN, franchement. Non, mais je pense que massivement... la jeunesse, il y a des sondages qui sont faits. Mais ce qu'il y a de grave, c'est que je dis à cette jeunesse, ces vieux débris là sont en train de vous entraîner vers une guerre terrible, épouvantable. Épouvantable. Et il faut absolument réagir, parce que si eux ne veulent pas réagir, et si eux estiment qu'ils ont le droit de sacrifier le monde et leur monde et leur descendance, je pense que c'est aux jeunes aujourd'hui, c'est pas faire du jeunisme que de dire cela, mais il faut bien qu'il y ait à un moment une catégorie de population qui réagisse. C'est absolument affligeant. On sait que l'islamophobie est très répandue, malheureusement dans ce pays, elle commence à... Mais ce qu'il y a de terrible, c'est que comment aujourd'hui, eh bien, on a en direct, si vous voulez savoir comment a éclaté la Seconde Guerre mondiale, regardez ce qui se passe aujourd'hui. On avait exactement la même chose, le déni, on avait des puissances qui s'asseillaient sur le droit international. On a la guerre d'Espagne. Moi, la Palestine, immanquablement, c'est la guerre d'Espagne. C'est la guerre d'Espagne à laquelle je pense, une longue guerre d'Espagne où on a un très faible, et puis dès qu'il bronche, dès qu'il fait quelque chose, on dit, vous savez, la France... Hitler, ils l'ont laissé annexer les Sudètes. Ils lui ont laissé tout faire. Ils ont laissé Mussolini massacrer l'Éthiopie. Ils ont laissé... je ne comprends pas. Entre puissances coloniales aussi, ça c'était normal. Exactement, entre puissances coloniales. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui... Mince, alors c'est le destin du monde qui est vraiment en jeu. Et la France, elle a un rôle à jouer. La France a rompu avec la politique traditionnelle, la diplomatie française traditionnelle. Ça, c'est extrêmement grave. Maintenant, vous savez, la doctrine de Gaulle, c'était quoi? C'était le premier qui tire à tort. C'était aussi simple que ça. Le premier qui tire à tort dans un conflit. Il l'a fait pour Israël, c'est la prise de position. Il n'y a jamais eu de réelle politique arabe de la France. Mais c'est simplement le premier qui tire à tort. Bon, aujourd'hui, non. Le premier qui tire, il a peut-être des raisons légitimes de tirer. Ouais. Voilà où on en est. C'est extrêmement grave. Et c'est une super occasion de vous inviter à aller lire l'intervention de Ouria Boutelja au meeting d'ouverture Guerre à la guerre qui s'est tenu le 20 juin dernier à la Bourse de travail de Bobigny. Et cette intervention s'intitule « L'ennemi est à l'intérieur ». Et justement, elle explique dans ce texte que oui, en fait, la guerre, l'économie de guerre, bien sûr, ça va toucher aussi les populations intérieures en faveur justement d'une économie très rigide, très autoritaire, et aussi
qui, autour du racisme, va rallier les classes populaires blanches aux classes blanches bourgeoises, entre guillemets, contre les pays du Sud, contre les classes les plus prolétaires alors, qui seront alors les classes racisées indigènes. Voilà, donc cette intervention est disponible sur le site du QG décolonial. Je voulais juste... tout à l'heure, tu parlais des conséquences. Juste citer vite fait que là, il me semble que le Parlement iranien a voté le fait de bloquer le détroit d'Ormuz. Donc le détroit d'Ormuz, c'est le détroit qui est entre l'Iran et le Qatar et l'Arabie Saoudite. Oui, c'est ça. Ou les Émirats Arabes Unis, pardon. Et donc c'est par là où transite, je crois, 20% du pétrole mondial. Donc là, Khamenei n'a pas encore autorisé le blocus de ça, mais s'il bloque, c'est des conséquences très graves internationales. Donc on va avoir le prix du pétrole qui va augmenter, et donc l'économie. C'est là où on ne comprend pas trop ce père Trump. Je veux dire, alors paraît-il qu'il avait laissé un petit répit le temps que les marchés se calment à nouveau. Il paraît que c'est comme ça qu'on explique le petit répit qu'il avait laissé, auquel j'ai jamais cru. Je l'avais marqué, j'ai dit ils vont attaquer dans quelques jours, et il a attaqué. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas, parce que non seulement il y a le détroit d'Ormuz, mais il y a aussi le détroit de Bab el-Mandeb. Il y a le détroit de Bab el-Mandeb que les Houthis peuvent contrôler également. Et de ce point de vue, voilà, on a une carte. Ouais, en fait, il y a des théories qui disent qu'en fait, ce serait aussi pour affaiblir la Chine et aussi affaiblir l'Europe. Oui. Parce que la Chine est un importateur du pétrole iranien. Ouais. Et l'Europe est aussi, vu la crise avec la guerre en Ukraine, s'est coupée de toutes les importations de gaz russes. Et donc, beaucoup des importations européennes viennent du Moyen-Orient. Et donc, couper ça, en fait, ça revient à faire en sorte que l'Europe soit encore plus dépendante des États-Unis, qui exporterait son pétrole. Parce que maintenant, elle est pratiquement, il me semble, autosuffisante en pétrole. En tout cas, elle a besoin d'un pétrole très cher. Voilà. Oui, donc on voit bien avec cette carte, on voit beaucoup mieux. Tu voulais passer le dernier extrait ? Il nous reste quelques minutes avant de faire la suite. Moi, je le trouve un peu scandaleux, je pense, mais... On peut le voir vite fait. Vite fait, alors. Pour conclure. Ouais. Quel extrait ? Tu vas très vite comprendre... Ah oui, la descente dans les abris, pour vous, c'est quotidien depuis vendredi ? Oui. Moi, je pensais jusqu'ici que c'était que la nuit, parce que je pensais qu'ils bombardaient pas le jour. En tout cas, c'est ce que j'avais observé. Donc, je me disais, vu que je dors pas la nuit en attendant les missiles, je peux au moins dormir le jour. Mais j'avais faux, vu qu'hier, on a aussi été bombardé le jour. Donc, c'est une tension constante. Moi, je suis venue en Israël pour la Pride. Je voulais déconnecter des réseaux, je voulais me détendre. Et je sais que clairement, je vais revenir en France avec des traumatismes, parce que c'est la première fois de ma vie que j'entends des bombardements, que juste j'ai une alerte rouge dans mon téléphone avec un bruit strident, qui a des alarmes dans toute une ville. Donc je pense que honnêtement on peut pas l'imaginer tant qu'on le vit pas. Et voilà, moi en fait je veux juste rentrer chez moi, et encore une fois j'espère vraiment que l'ambassade va nous aider pour ça. Eh bien, mesdames et messieurs, ça, c'est de l'homonationalisme en direct. Le mot impérialisme, là. Alors, moi, j'ai deux choses à dire sur ça. Moi, j'étais absolument stupéfaite de voir comment les médias relayaient les témoignages comme ça des Israéliens. Alors, il y avait une nuit de bombardement. Ils ont fait 40 000 interviews, témoignages face cam. C'était horrible ce qu'on a vécu. Et il y en a eux dans les bunkers et je sais pas quoi, et les bombardements, et je pleure, et mes émotions, et tout, et tout. Alors que ces mêmes médias, ils n'ont jamais fait ça pour les Palestiniens. Alors, c'est pas parce qu'on n'avait pas autant de reporters ou de journalistes en Palestine qu'on n'avait pas beaucoup de Palestiniens, d'images, même de journalistes palestiniens sur place qui relayaient les images. Ouais. Je suis désolée, je n'ai jamais vu ça sur ces chaînes d'info-télé, des interviews comme ça, avec ce ton... Vous savez qu'il y a aussi des Français qui habitent à Téhéran. Avec ce ton... jamais on va les interviewer. Avec ce ton très empathique, etc. Alors ça, première chose. Deuxième chose, homonationalisme absolument scandaleux. Alors cette femme qui a l'air très heureuse dans sa vie se rend en Israël pour fêter la Gay Pride. Pour se détendre. Pour se détendre, voilà, donc vacation, quoi, les vacances. Ça, il y en a beaucoup, les franco-israéliens qui vont en Israël en mode, c'est les vacances et tout machin. Gay Pride, donc ça veut dire qu'il va pour défendre, on va dire, une cause de droits humains. Dansons sur le génocide. Parce que la pluie, c'est sur le génocide. Voilà, somme toute banale, défendre les droits humains, mais dans un pays qui génocide un peuple juste à côté de toi. C'est-à-dire que tu te balades comme ça avec ton drapeau, nani, nana, Gay Pride et tout, nana, et à côté, il y a un génocide, bombardement. Ça va la dissonance cognitive. Donc ça, pour moi, c'est 100% homonationaliste. Ça veut dire les gens, ils veulent bien être progressistes tant que ça sert l'impérialisme, tant que ça sert le racisme. Donc ça, il n'y a aucun problème. Je peux être... c'est comme... comment il s'appelle l'autre l'Israélien très connu, là. Le gay aussi. L'Israélien connu. Merde.
Comment il s'appelle? Alors là. Ah oui, c'est quoi? Julien Baloul. Julien Baloul, voilà. Julien Baloul, lui, il pleure toujours aussi. Il est toujours sur BFM Ouais. TV. J'étais dans mon bunker et tout. Alors lui, c'est vraiment... Ah non, mais lui, c'est le nationalisme israélien, franco-israélien. C'est Julien Baloul. Allez voir ses tweets, ses vidéos. C'est... Oh, il a l'air gratiné, lui. Hein. Ouais. Mais Je sais pas tellement, mais- franchement, c'est obscène. C'est obscène de fou. Ouais. Sur le premier plan, le traitement médiatique, ça c'est un classique depuis le 7 octobre. Ça veut, même dans les mots qui sont choisis, les Palestiniens sont trouvés morts. Oui. Oh, ils sont trouvés comme ça. Personne les a tués. Alors que, là, tu peux vérifier mot par mot. Dans la presse, cet Israélien a été trouvé mort d'une attaque du Hamas qui a été lancée depuis. Il y a tous les détails. Là, vous avez 100% de tous les son détails. âge, son nom. Voilà. Alors que les Palestiniens, on a retrouvé une fosse commune quand on a retrouvé c'est ça. après l'hôpital. Bah oui. Elle vient d'où? Elle a été creusée par qui? On ne sait pas. Un hôpital a été bombardé, je veux dire. Une bombe, elle est tombée comme ça. C'est un grand classique depuis le 7 octobre. On humanise les victimes. Et M. Plenel nous dira qu'on n'est pas sûr sur la provenance de la bombe, d'ailleurs. Oui, peut-être, je ne sais pas. On humanise les victimes du camp occidental et on déshumanise totalement les victimes du camp du anti-occident. Non, on est dans une vaste obscénité. Ouais. C'est une obscénité épouvantable. Épouvantable. Moi, je suis consterné parce que jamais, dans nos jeunes années, on aurait pu imaginer un tel développement. Ouais. On a eu des maîtres d'école qui nous ont dit à quel point c'était pas bien, il y a des choses qui sont pas bien. On a grandi dans l'horreur et justifié, bien sûr, du génocide juif, etc. Je me rappelle de mon maître d'école, maître sans jeu, et sa belle barbe et tout, qui était communiste, qui nous expliquait plus jamais cela, etc. Tout cela. Et on a été élevé là-dedans, on y croyait, et c'était... Mais c'est épouvantable ensuite. C'est épouvantable ensuite. On se dit, maintenant, on nous le fait bouffer tous les jours par les oreilles, par la bouche, ce génocide, et on te dit, ferme-la, c'est comme ça. Et ferme-la, c'est comme ça qu'est le monde. Et ferme-la, je vais à la Gay Pride en plus. Voilà. Et le principal, c'est d'aller t'amuser. Et puis, tu t'en fous s'il y a quelqu'un en train de crever à côté de toi. Mais vraiment, c'est terrible. C'est vraiment terrible, cette espèce de... Vous savez pourquoi je déteste le sionisme, en dehors du fait qu'effectivement, c'est une idéologie raciste, expansionniste, coloniale. C'est que c'est une idéologie du désespoir. Je le dis franchement, du désespoir. Le sionisme, qu'est-ce qu'il dit ? C'est le monde est ainsi, et fermez-la, et c'est la seule façon de vous comporter. Comportez-vous pareil. Nihiliste, tu veux dire. Oui, mais c'est pire que cela. Et personnellement, j'ai en horreur le désespoir. Au contraire, même s'il y a beaucoup de difficultés, on a toujours un espoir, etc. Et le sionisme dit exactement le contraire, une sorte de faux réalisme en disant le monde est ainsi, l'homme est ainsi, c'est chacun pour sa pomme, soit tu écrases, soit tu es écrasé. Et c'est comme ça, et nous on a choisi d'écraser. Et c'est ça qui est épouvantable. Alors je dis bien le sionisme parce que le judaïsme ne partage pas du tout cela. Encore une fois, au contraire, c'est une culture humaniste. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'aujourd'hui, on veut nous faire passer ça comme étant, et ça c'est propre au sionisme, mais pas uniquement, c'est propre aussi à l'impérialisme d'une façon générale, et à toutes les idéologies coloniales. C'est la loi du plus fort, et c'est comme ça, et on doit l'accepter, on nous force à l'accepter. Et demain, il y aura des sanctions beaucoup plus graves pour ceux qui n'acceptent pas ce droit du plus fort et qui disent on pourrait mettre un petit peu plus de justice. C'est très très grave ce qui est en train de se passer actuellement. Merci beaucoup Yazid et Youssef pour ce super décryptage sur l'actualité autour de l'Iran.